comparer deux moyennes, des pourcentages, des variances, c'est la même méthodologie. Donc, ça, c'est ce que nous allons voir ensemble. Tu peux mettre les autres. J'ai dit, c'est ce que nous allons voir ensemble. Ce principe-là, ça s'applique à l'ensemble des tests statistiques. Quand on dit test de Kidé, test de Student, test de Kolmogorov, ils vont utiliser ces principes. Test d'ANOVA, ils vont utiliser ces principes. Donc, c'est ces principes-là que nous allons voir ensemble. J'ai déjà partagé avec Jackie, peut-être il va vous donner tout de suite la version PDF de cette présentation, qui est la version résumée aussi par rapport à la présentation. Mais vous pouvez... On l'a déjà reçu. Ok, vous pouvez noter aussi au fur et à mesure que j'explique quoi. Ok, merci. Maintenant, c'est ça l'hypothèse. L'hypothèse, c'est quoi? Quand on dit un test d'hypothèse, ça sous-entend qu'il y a un test statistique. Donc, c'est un test qui permet de faire un choix entre deux hypothèses à partir des résultats observés sur un échantillon. C'est-à-dire, on revient toujours sur l'échantillon, on va faire l'étude au sein d'un petit groupe appelé échantillon. Donc, les résultats obtenus vont nous permettre maintenant de voir est-ce qu'il y a une différence entre les deux résultats. Je donne l'exemple. Si, avec Covid par exemple, prenons Covid, ils sont en train de mettre sur le marché le vaccin Covid. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser un test, ça c'est sûr. Ça sera des tests plus puissants, des tests plus poussés. Ça, on va vous montrer le principe. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont pris un groupe de sujets qui ont la maladie. Ils avaient des molécules, différentes molécules. Peut-être ça peut être deux. Ils vont choisir un groupe A, ils donnent la molécule A. Un groupe B, ils donnent la molécule B. Donc, ils vont comparer ces deux résultats. Le fait de comparer ces deux résultats et de dire qu'il y a un qui est efficace à 91%, ça veut dire que vous avez comparé par rapport à un groupe. Peut-être le groupe qui a eu médicament A ou le groupe qui n'a rien eu. On appelle ça placebo. Donc, c'est ça le principe du test statistique. Chaque fois que vous êtes devant une situation, vous voulez voir est-ce qu'il y a une différence. Si cette différence, on peut l'expliquer statistiquement. Ou bien si cette différence est due au hasard. C'est ça le principe. Différence existe statistiquement. Ou bien la différence qu'on voit, c'est dû au hasard. Ce test, il va utiliser l'intervalle d'épargne. On va donner des exemples. Ça sera des exemples au fur et à mesure. Je vais expliquer, je vais vous donner des exemples. Par exemple, ici, ça c'est un exemple qu'on a appliqué au Covid, mais dans la pratique courante, dans le domaine médical, chaque fois on est appelé à comparer les traitements ou bien les méthodes diagnostiques. Supposons tuberculose par exemple, on sait que l'examen gold standard, ça c'est l'examen microscopique pour aller chercher les bacilles alcoolo-résistance, PAAR. Maintenant, ça c'est, on peut utiliser des tests diagnostiques, on peut utiliser des tests dans les méthodes diagnostiques. Maintenant, on a utilisé ça dans les traitements. On veut comparer l'efficacité de deux médicaments, un médicament A et un médicament B. Médicament A, ça peut être le traitement de référence. Médicament B, ça peut être un nouveau médicament. Maintenant, si vous êtes amené à développer un nouveau médicament, l'idéal est que ces médicaments soient efficaces par rapport au traitement qui est connu. C'est ça l'idéal. Donc, vous allez utiliser cette méthode statistique.
Le fait de comparer des pourcentages de guérison, ça sera pourcentage. Donc, on va faire le test de KID. C'est le test de KID qui est utilisé pour comparer les pourcentages. On va revenir là-dessus pour détailler encore dans quelle situation on doit utiliser tel test. C'est dans les présentations. On va le voir. Maintenant, ça, c'est les étapes. C'est 8 ou 10 étapes pour faire un test statistique. Manuellement, c'est ce qu'on utilise. Quand vous faites avec les logiciels, ils vous donnent un résultat, vous êtes censé interpréter ces résultats. Lui, il ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est ce que les logiciels font. Ils vous donnent les résultats directement. Maintenant, nous, on a cette facilité. Je vous donne l'anecdote. Il y a 30 ans, les logiciels, ils n'étaient pas développés jusqu'à ce stade-là. Tu faisais la manipulation comme dans les laboratoires. Tu laissais la machine tourner pendant 12 heures, pendant 24 heures. Après, tu viens voir les résultats. Avec le développement de la technologie, tu as les résultats instantanés. Les logiciels, ils sont hyper puissants. Dès que tu cliques seulement et ils font tout le calcul derrière. Ils sont paramétrés pour faire ça. Maintenant, nous qui faisons cette formation, nous qui sommes spécialistes, on est censé pour chercher une différence entre le taux de guérison entre deux médicaments. C'est que c'est le test de qui a été utilisé. Je dois connaître les principes pour réaliser un test de KID. Les principes, c'est les mêmes ici, les 10 étapes, mais chaque test a ses conditions d'application. Donc, nous, on est censé connaître ça. Par exemple, je vous dis test de KID, quand l'effectif théorique dans chaque case est inférieur à 5, on ne peut pas utiliser test de KID. Les logiciels derrière, parfois, ils vous font sortir cette information. Ils vous donnent ça, mais en même temps, ils vous donnent les résultats. Donc, c'est à vous de savoir si dans l'une des cases, l'effectif théorique est inférieur à 5, on ne peut plus utiliser le test de KID. Donc, il y a un autre test à utiliser. Par exemple, la thèse, plutôt les tests, je voulais dire la loi normale Z, on utilise pour comparer des moyennes. Ça, c'est parmi ces conditions d'application, il faut que les deux éléments que je vais comparer, c'est des variables quantitatives. Il faut une égalité de variance. Ça veut dire que leur variance là ne doit pas être divergente. Sinon, si leurs variances ne sont pas homogènes, tu ne peux plus utiliser les tests de Z ou tests, la loi normale centrée réduite. Il y a un autre test que je vais utiliser. Donc, pour les principes, je dis c'est les mêmes. C'est les principes valables pour l'ensemble des tests que vous allez voir en statistique. La première étape, c'est quoi? Si je ne me trompe pas, attendez, je vais voir. Oui, d'accord. J'ai compris. Parce qu'on avait développé, ça c'est les étapes. Je vais vous dire, après on rentre dans les détails, on prend un à un, on va développer. La première étape, c'est quoi? C'est de savoir formuler l'hypothèse. Les hypothèses, c'est quoi? H0, c'est quoi? H1, c'est quoi? H0, ça veut dire l'hypothèse nulle. Je cherche une égalité entre les deux éléments que je vais comparer. H1, c'est quoi? C'est l'hypothèse alternative. En fonction du test que je vais dire maintenant, est-ce que je cherche bilatéral ou unilatéral? On va développer ça. Il y a les risques alpha. Les risques alpha, c'est quoi? C'est développer, vous allez le voir avec moi. Quand on vous dit risque alpha, c'est un risque de première espèce. C'est la probabilité de conclure à l'existence d'une différence alors que cette différence n'existe pas. Ça veut dire que c'est en un mot la
marche derrière comme consenti pour un test donné. On va dire, attention, on s'est dit que dans 5% des cas, on peut se tromper. C'est ça le risque de première espèce. Maintenant, la troisième étape, ça c'est la détermination de la variable de décision. La variable de décision, ça dépend encore de ce que vous voulez qu'on teste. J'ai dit, pour comparer, on va voir, pour comparer deux pourcentages, déjà si c'est pourcentage, la variable de décision, ça va me permettre de choisir le type de test adapté à ça. Ça peut être soit les tests de guidés, soit les tests de fichiers, ainsi de suite. Si c'est moyen, je vais utiliser soit les tests Z ou loi normale centrale de l'objectif, soit les tests de students, soit l'ANOVA, l'analyse des variances, c'est ça qu'on appelle ANOVA. La troisième étape, ou bien la quatrième maintenant, ça c'est la zone de rejet. Je dis, quand on fait ces calculs derrière, il y a une partie, si on tombe là-bas, on va rejeter l'hypothèse nulle. Ça sera développé encore. On va revenir là-dessus. Ça, c'est juste la partie introductive, les 8 là. Maintenant, cinquième étape, vous allez faire votre calcul. Quand vous faites ces calculs, ça trouve qu'à la quatrième étape, vous avez déterminé votre zone de rejet. Votre zone de rejet, par exemple, si je donne l'exemple au-delà de 60, vous allez rejeter l'hypothèse nulle. Rejeter l'hypothèse nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une égalité entre les deux. Votre zone de rejet commence à 60. Vous faites les calculs, vous trouvez 75. Donc, ça veut dire que vous êtes dans la zone de rejet, vous allez rejeter l'hypothèse. Et sixième étape, c'est ce que j'ai dit tout de suite, rejet ou non rejet de l'hypothèse nulle, ça dépend. Si vous faites les calculs, vous avez la valeur, donc vous allez utiliser la quatrième étape pour rejeter ou non votre H0. H0, je reprends, c'est l'hypothèse nulle. Les deux éléments que je compare, j'ai dit qu'il y a une égalité entre les deux. Maintenant, septième étape, c'est le P là qu'on va calculer. Le petit P. Maintenant, si votre P il est inférieur à 0,05, ça veut dire que votre test est significatif. En fonction de chaque type de test utilisé, que ce soit test de student, test de Z, ANOVA, fichier, je vais vous montrer les tests là. En fonction de ça, vous allez calculer votre degré de significativité. Mais ce travail-là, dans la majorité des cas, manuellement, nous-mêmes, on ne va pas le faire. On va le chercher dans les livres statistiques. Quand tu as la valeur, il va te donner dans une fourchette des valeurs de petit p. Donc, c'est ce petit p-là que vous allez utiliser dans les publications. Je peux vous montrer les publications. Vous allez trouver ces petits p. Donc, quand chaque fois le p là, il est inférieur à 0,05, vous allez dire qu'il y a une différence statistiquement significative entre les deux éléments à comparer. Je vous donne l'exemple de Covid au Mali. Covid au Mali, on sait que les zones sont les plus touchées que les fronts. Maintenant, ça c'est ce qu'on a eu à partir des observations, c'est des échantillons qu'on a. On va appliquer notre test. Ici, ça sera quoi? C'est le pourcentage des zones touchées par rapport au pourcentage des zones touchées. Donc, c'est les deux pourcentages-là que je vais comparer. Je vais faire la comparaison, je vais utiliser les 8 étapes du principe de test. Quand j'utilise ça, septième étape, j'aurai mon petit p. Mon petit p, ça veut dire quoi? Forcément, ça sera inférieur à 0,05. Parce que nous, on a vu que l'autre c'est 70, l'autre c'est 30. Maintenant, si c'est inférieur à 0,05, on va dire que la différence qu'on voit là, ça existe réellement. Ce n'est pas dû au hasard. Par contre, si c'était des proportions 45-55, en faisant les tests,
tu peux te retrouver avec une situation où statistiquement, il n'y a pas de différence entre 45 et 55. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la réalité, ça c'est dû au hasard. Ce n'est pas une différence statistiquement significative. C'est ça le principe d'un test. À la conclusion, vous aurez l'information. Est-ce que les éléments à comparer, il y a une différence entre eux ou pas? Si vous appliquez ça dans le développement des médicaments, il y a un médicament de référence, vous avez un nouveau médicament. Vous comparez les pourcentages de guérison. Par exemple, le nouveau médicament, il va vous donner 52%. L'ancien médicament, il va vous donner 47%. Mais d'autres vont dire, ah, attention, entre 47 et 52, j'ai un gain de 5%. Donc, mon nouveau médicament est efficace. Mais si on applique ces tests, il se peut que c'est le même, entre 47 et 52, c'est le même. C'est seulement dû au hasard qu'on a 52. Maintenant, si ce n'est pas dû au hasard, ça veut dire que le nouveau médicament il est plus efficace que l'ancien médicament. Le médicament qui a 47% et l'autre qui a 52%. Donc, c'est ça un peu les raisonnements, principes des tests statistiques. On va développer élément par élément. Je suis revenu sur la diapo antérieure. Formulation des hypothèses, j'ai expliqué, il y a l'hypothèse nulle et alternative. Il y a le choix du risque alpha. Habituellement, c'est 5%. 5%. Ça ne veut pas dire que forcément on doit prendre 5%. Dans certaines situations, on peut être amené à augmenter. Mais classiquement, c'est 5%. Détermination de la variable de décision. Donc, connaissant la variable, là, si c'est une variable quantitative, ça sera comparaison des moyennes. Si c'est une variable qualitative, ça sera comparaison de pourcentage. Si c'est des variables quantitatives, ça sera corrélation ou régression. Je vais vous faire, il y a un tableau qui résume tout ça. On va le voir ensemble. Donc, restons avec la première étape maintenant. La première étape, le voilà. Ça, c'est la formulation des hypothèses. Formulation des hypothèses, je disais H0. D'abord, il y a deux. Les tests qui peuvent être paramétriques ou non paramétriques. C'est quoi la différence entre les deux? C'est-à-dire, quand vous prenez un test, si toutes les conditions d'utilisation sont remplies, ça veut dire que vous allez utiliser un test paramétrique. Si toutefois l'une des conditions d'application n'est pas remplie, vous allez faire recours à un test non paramétrique. C'est ça la différence. J'ai dit par exemple, pour comparer pourcentage, l'une des conditions est que dans chaque case, l'effectif théorique doit être supérieur à 5. Si tel est le cas et que l'ensemble des conditions soient remplies, je fais des tests paramétriques. Par contre, si l'une des conditions n'est pas remplie, je fais un test non paramétrique. C'est ça la différence. Maintenant, il y a les deux hypothèses. Hypothèse nulle, c'est quoi? On va l'utiliser tout le temps. Hypothèse nulle, ça revient à faire les deux éléments que je vais comparer. Par exemple, quand j'ai pris les médicaments qui avaient 47 et l'autre qui avait 52% d'efficacité. Donc, je vais dire que le médicament A a même efficacité que le médicament B. C'est ça mon hypothèse nulle. Maintenant, hypothèse alternative, je vais dire que le médicament A, son efficacité est différente des médicaments B. C'est ça l'hypothèse alternative. Maintenant, l'hypothèse alternative peut être formulée de deux manières. C'est-à-dire, on sait que c'est différent, mais on peut chercher une supériorité ou une infériorité. On va le voir dans le reste de la présentation. Hypothèse alternative qui est appelée H1, on peut le formuler de deux manières. C'est bilatéral, on va chercher seulement une différence. Unilatéral, on va chercher une supériorité ou une infériorité de l'un par rapport à l'autre.
Donc, ça, j'ai développé un peu les tests paramétriques. Ça, on va beaucoup expliquer ça. C'est-à-dire, regardez, ça c'est un test paramétrique. On est avec les variables, c'est-à-dire, quand vous êtes amené à faire comparaison des pourcentages, on va lire ensemble. Regardez, là où c'est qualitatif, c'est pas lisible. Et regardez vos PDF là, est-ce que c'est pas là? C'est lisible maintenant? Oui, mais il faut passer en mode apparemment. Nous voyons, oui. C'est bon? Maintenant, c'est bon. Ok. Voilà. Maintenant, c'est bon, oui. Ok, parfait, merci. Maintenant, lisons ensemble. Ça, c'est un test paramétrique. Là où j'ai mis une variable qualitative, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais comparer deux pourcentages. J'ai variable qualitative et qualitative. Je donne l'exemple. Variable qualitative, on a sexe. Variable qualitative, on a résidence. Maintenant, si vous voulez comparer résidence, est-ce que les milieux urbains jouent sur les sexes? Chaque fois que vous avez deux variables, vous notez ça, chaque fois que vous avez deux variables qualitatives, ça sera la comparaison de pourcentage. Notez ça. Comparer deux variables qualitatives, ça c'est comparaison de pourcentage. Comparer une variable quantitative et une variable qualitative. Comparer, vous pouvez revenir un peu en arrière. Comparer deux variables qualitatives Oui. égale comparaison de pourcentage. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, revenez à la ligne encore. Comparer une variable quantitative et une variable qualitative. Comparer une variable quantitative et une variable qualitative égale comparaison des moyennes. C'est bon? Oui, c'est bon. Partez à la ligne encore. Comparer deux variables quantitatives. Je crois qu'on les a perdus, hein. Ou bien, vous en avez? Oui, c'est ça. Hein? Apparemment, c'était un problème de délai au niveau de l'institut. C'est pas au niveau de l'institut. Nous, on est en classe. Les profs n'est pas en ligne. Mais est-ce que, les amis, vous avez la Oui, activez partage écran. Demandez. Oui. Écran partagé. C'est fait? Après écran partagé, j'ai rentré où? Ah, d'accord. Non, il faut partager. Il faut partager. Moi, pour que je puisse partager mon écran, moi, je n'ai pas l'autorisation. Il faut que vous soyez. Voilà. Moi, je n'ai pas la main sur ça. Demandez Jacquet. Qui... Là, il faut que vous soyez. Il faut que de partager l'écran. Non, moi, je ne suis pas modérateur, quoi.
Ouais, Jackie doit vous donner la main. L'institut est déjà en train de partager son écran. Non, ce n'est pas l'institut, c'est le modérateur qui me donne l'autorisation. C'est quelle leçon, c'est ça? C'est l'institut les hôtes en fait. C'est Jackie qui doit donner la main au professeur pour qu'il puisse partager l'écran. Voilà. Jackie, give la connaissance, pas les messieurs. Hein? L'écran n'est pas. Ah ouais? Allez de côté. Jackie, Oui. tu me donnes la main, je partage mon écran. Pourquoi tu es en train de faire ça? Les fichiers que vous avez envoyés. Non, c'est pas ça, ça c'est PDF. C'est pas ça. Moi, j'ai Word, PowerPoint avec moi. C'est ce que j'avais fait. Il a changé de fichier, peut-être. Non, je n'ai pas changé, Jackie. Ce que je t'ai donné, ça c'est. Non, donne-moi l'autorisation. Oui, vous avez la main. Ok, d'accord. Moi, j'ai pas de. Moi, je n'ai pas de la main. Ça, c'est pas mon écran arrêt. Jackie, je suis avec ton écran. Ah. Oui, tu me partages mon écran. Tu me donnes l'autorisation. Sinon, je dis, moi, je suis sûr. C'est revenu maintenant. Voilà. Oui. Je pense que c'est bon maintenant. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. On était à la troisième ligne. Je disais comparer deux variables quantitatives. Ça, c'est corrélation ou régression. C'est total taille. Donc, vous avez compris ça? Ça va remonter. Non, c'est corrélation et relation. Corrélation ou régression? C'est régression. Oui, régression. C'est régression. Maintenant, je vais vous expliquer. Regardez, vous allez oublier la dernière ligne. La dernière ligne, c'est ce que je vous ai dit tout de suite. La comparaison des deux variables quantitatives. Ici, les coefficients qu'on va utiliser, c'est ça que je vous ai donné. Mais ça correspond à corrélation ou régression. Quand vous faites corrélation ou régression, vous allez utiliser ces coefficients. Ça, c'est la dernière que je vous ai dit. Comparaison des deux variables quantitatives. Maintenant, la première ligne où j'ai dit, quand vous êtes amené à comparer deux variables qualitatives, ça c'est comparaison de pourcentage. Donc vous allez lire la première colonne là. Regardez, quand l'échantillon il est indépendant et que c'est au moins deux échantillons, vous allez utiliser les tests de Kidé ou le test Z, c'est le test de Kidé. Vous allez utiliser. Si l'échantillon est supérieur à 2 aussi, vous allez utiliser les tests. C'est-à-dire si j'ai dit l'échantillon. Oui. Non, attendez, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, vous allez comprendre. Après, vous allez poser votre question. J'ai dit, on est dans la première ligne, comparaison de pourcentage. Comparaison de pourcentage, ça revient à comparer deux variables qualitatives. Donc, vous allez rester dans la colonne ici, qualitative. Regardez qualitative, la deuxième colonne, qualitative, c'est ça. Maintenant, lisez échantillon indépendant et échantillon indépendant. La différence, c'est quoi? C'est-à-dire l'échantillon indépendant, c'est des personnes différentes. L'échantillon apparié, c'est la même personne, mais on fait des prélèvements à différents moments. Par exemple, dans certaines études, vous êtes amené à prendre les mêmes sujets à J0, à 3 mois évaluer les traitements, à 6 mois évaluer les traitements. En ce moment, C'est parti encore.
Oui, apparemment. Bon, vous avez le PDF, non? Vérité n'est pas là. Hein. Mais ça ne peut pas partir parce que moi, je vous entends. Ça veut dire qu'on a les réseaux. Non, c'était parti à un moment donné, professeur. Oui, c'était parti. Oui, maintenant ça va, on peut continuer. Est-ce qu'on a l'écran? Maintenant. Oui, on a l'écran. Maintenant, c'est bon. Il y a des interruptions, quoi. C'est ça. Et ma fille, elle est là-bas, c'est elle qui parle comme ça. Quand tu es là. Ou elle n'est pas arrivée? Non, quand c'est Mariko, c'est pas Kanté. Kanté n'est pas là aujourd'hui. Je suis en ligne. Kanté est là. Hein. Ok. Il faut passer en mode diaporama. Oui, mais il est en cours. C'est revenu. C'est bon? Oui. Il faut passer Donc, en mode. regardez. Oui, je suis en mode diapo. Hein. Peut-être chez moi, il est en train de dire vous êtes en train de partager votre écran. C'est ça, ça va. C'est bon. C'est bon? Oui. Donc, regardez, je disais, test paramétrique. Donc, chaque fois que vous avez deux éléments à comparer, vous allez utiliser le test de Kidé. On est dans la deuxième colonne quantitative, comparaison de pourcentage. Si c'est supérieur à 2 éléments aussi, on utilise le test de Kidé. Maintenant, si c'est des échantillons à parier, ça veut dire les mêmes personnes, on fait des prélèvements, on fait des mesures. Hein? Ou bien on fait des mesures à différents moments. On va utiliser les tests de Kidé de Marc Nénard. Si c'est supérieur à 2, on va utiliser les tests de Maxwell. Maintenant, la troisième colonne, ça c'est la situation où vous êtes amené à comparer une variable quantitative et qualitative. En ce moment, ça sera comparaison de moyenne. Donc, pour comparaison de moyenne, habituellement, c'est les tests des students qu'on utilise. Si c'est des échantillons indépendants et c'est 2 moyennes à comparer. Mais student, c'est quoi? Z, qui est la loi normale centrée réduite, est plus facile à utiliser que le student. Et si l'effectif est supérieur à 30, le student va donner le même résultat que Z. C'est pour cela qu'on a mis Z, student ou Z. Maintenant, si c'est plus de 2 moyennes à comparer, on va utiliser l'ANOVA, analyse de variance à un facteur. Analyse de variance à un facteur. Maintenant, si c'est des échantillons à parier, on va utiliser l'analyse de variance à 2 facteurs. 17h-19h. Il y a faut que c'est bon? Ça, c'est compris? Oui. D'accord. C'est la même chose pour test non paramétrique. Regardez, test non paramétrique, ça sera la même chose. La deuxième colonne, ça c'est comparaison de pourcentage. La troisième, ça c'est qui parle? C'est madame, il faut vous fermer le micro s'il vous plaît. Oumouane. Voilà. C'est bon, on peut continuer? Oui. Donc, ce tableau, ça, c'est le test non paramétrique. L'autre, c'était test paramétrique. Si toutes les conditions sont remplies, on utilise toujours un test paramétrique. Si l'une des conditions pour comparer moyenne, pour comparer pourcentage, pour comparer les variables quantitatives ne sont pas remplies, on utilise un test non paramétrique. Par exemple, en lisant, regardez variable quantitative, là où on doit comparer des moyennes. Si c'est échantillon à parier, n est égal à 2, on va utiliser les tests de Guid Gongson. Si c'est comparé pourcentage, et on va utiliser les tests de Fisher pour les échantillons indépendants.
Je reprends encore. Échantillon indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une dépendance entre les éléments. Les éléments, ils ne sont pas liés. Si les éléments sont liés, on appelle ça échantillon apparié. J'ai donné l'exemple pour échantillon apparié. Dans certaines études, on est amené à refaire des prélèvements, des mesures à différents moments. Donc, ça sera la même personne. Les personnes sont liées, les sujets sont liés. Donc, ça sera un échantillon apparié. Et regardez, pour comparaison des deux variables quantitatives, on va utiliser Sperman, coefficient de corrélation des rangs de Sperman pour un test non paramétrique. Si c'est paramétrique, on va utiliser coefficient de corrélation de Pearson. Pearson. Ça, c'est paramétrique. Non paramétrique, ça, c'est Sperman. Donc, ça, c'est l'explication du tableau. Je reviens derrière un peu. On est toujours dans la formulation des hypothèses. On a dit qu'il y a deux tests, test paramétrique, non paramétrique. On a vu les hypothèses. Donc, c'est les deux tests qu'on a vus, test paramétrique, test non paramétrique. Maintenant, pour formuler les hypothèses, j'avais déjà expliqué ça. Hypothèse nulle, ça veut dire qu'il y a une égalité. Hypothèse alternative H1, on a situation, ça peut être bilatéral. On va chercher soit une supériorité ou une infériorité. Par exemple, dans les essais cliniques, où est-ce qu'on doit mettre un médicament sur le marché, un nouveau médicament, ça doit être supérieur à l'ancien, ça c'est le minimum des choses. Ou bien, si c'est pour les effets secondaires, ça doit donner moins d'effets secondaires que l'ancien médicament, ou bien les traitements de référence. Donc c'est pour cela qu'on va chercher unilatéral à droite ou à gauche. Soit bilatéral, ça c'est différent. Donc, alpha aussi, j'ai expliqué. Alpha, c'est quoi? On a deux types de risques, alpha et bêta. Maintenant, alpha, c'est ça qu'on appelle risque de première espèce, qui est la probabilité de conclure à l'existence alors que cette existence n'existe pas. La probabilité de conclure à l'existence d'une différence alors que cette différence n'existe pas. Donc, c'est ça H. H, c'est quoi? Alpha plutôt. Alpha, risque d'erreur. Habituellement, c'est à 5%. Mais ça peut changer. Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Alpha, risque de première espèce. Probabilité de rejeter à tort H0. H0, c'est quoi? C'est l'hypothèse nulle. On va les rejeter. C'est conclure qu'il y a une différence alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Bêta, c'est quoi? Risque de deuxième espèce. Probabilité de ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse. C'est conclure qu'il n'y a pas de différence alors qu'en réalité, il y en a. Donc, c'est ça la différence entre alpha et bêta. Mais pour le moment, il faut comprendre alpha. C'est l'alpha qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que vous voyez un peu la différence entre les deux? Alpha, c'est conclure à une différence, alors que ça n'existe pas. Bêta, c'est conclure qu'il n'y a pas une différence, alors que ça existe. C'est-à-dire, je donne l'exemple concret. On a dit alpha. C'est comme c'est notre alpha qu'on va transformer après. Alpha, c'est a priori, avant de faire l'expérience, avant de faire le test statistique. Et les P, ça c'est à la fin, c'est a posteriori. Alpha, c'est quoi? C'est-à-dire, avant de faire même, on va prendre cette marge d'erreur. La marge, c'est quoi? C'est-à-dire, dans 5%, je vais conclure qu'il y a une différence, alors que la différence n'existe pas. Je vais me dire dans 5%, je peux me tromper. C'est ça, alpha. Maintenant, bêta, c'est quoi? C'est-à-dire, déjà, je vais dire qu'il n'y a pas une différence, alors que ça existe.
Mais comprenez seulement alpha, ça va nous faciliter. Après les bêta, là, on va revenir après. Bêta, c'est rarement utilisé. Mais alpha, il faut le comprendre. Alpha, c'est a priori avant de faire le test. Ça va? Donc, après, il risque d'erreur. Ça, c'est la troisième étape. La troisième étape, c'est ce que j'avais expliqué. Je vous ai dit de prendre note. C'est-à-dire que ce choix a été fait il y a très longtemps. Dès qu'on connaît la nature de la variable, c'est ce que j'ai dit. Quand c'est des variables qualitatives, ça c'est comparaison des pourcentages. Si c'est des variables quantitatives, ça c'est corrélation ou régression. Si c'est une variable quantitative et une variable qualitative, ça c'est comparaison de moyenne. Je vous ai déjà dit ça. J'espère que vous avez noté. Oui, ça c'est noté. C'est noté. Donc, connaissant déjà ces trois éléments, je suis devant comparaison de pourcentage, je suis devant comparaison de moyenne, je suis devant corrélation ou régression. La deuxième étape va intervenir maintenant. Quelle est la taille de l'échantillon? J'ai dit, si c'est le test des students, si l'échantillon est supérieur déjà à 30, ça donne le même résultat que le test Z. Donc, on va utiliser le test Z pour la comparaison de moyenne. Si c'est comparaison de pourcentage, l'une des conditions est que dans chaque case, l'effectif théorique doit être supérieur à 5. Donc, je vais utiliser les tests de KID si ces conditions sont remplies. Maintenant, si ces conditions ne sont pas remplies, pardon, je vais utiliser maintenant test de Fisher qui est un test non paramétrique. La troisième chose, ça c'est la notion d'indépendance entre les observations. Vous l'avez vu déjà quand j'ai parlé d'échantillons appariés et indépendants. Si c'est le même sujet, on fait des mesures à différents moments. Ça, c'est un échantillon apparié. Il y a une dépendance entre les observations. Maintenant, si tel n'est pas le cas, ça veut dire que c'est des échantillons indépendants. Donc, échantillons indépendants, il y a les tests à faire. Les deux tableaux là, regardez, c'est les deux tableaux qu'on a toujours. Échantillons indépendants appariés pour tests paramétriques. Échantillons indépendants appariés pour tests non paramétriques. Donnez-moi une minute. Bonjour, je pensais t'appeler maintenant. Oui, ça va. Je suis là, c'est aujourd'hui même quoi. Ah ouais, ce soir est réel. Ah ouais. Ah ouais, Inch'Allah. Amen. Oui, dis tu as fait comme j'avais vu les semaines, je t'ai répondu. Parce que moi, j'avais pris permission pour faire ça, pour faire les déménagements. Donc, c'est un peu difficile d'être présent comme j'avais demandé ça déjà. J'avais demandé la permission. On voulait me mettre sur quelque chose au bureau, même j'ai dit, ils n'ont qu'à me donner aujourd'hui et demain pour le déménagement. Oui, c'est pour cela que j'avais dit que c'est pas sûr. D'accord. Ok, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de chose. À partir du 10, d'accord. Ok, d'accord. Okay. Okay. D'accord.
Ok. Merci. Allô? Donc, c'est compris? Oui. Vous avez compris les risques, non? Oui. Les choix aussi. On a dit, c'est les 3 éléments qui guident les choix. Nature de la variable, taille de l'échantillon, indépendance entre les observations. Donc, quand vous avez tous ces éléments-là, vous faites les choix facilement. Par exemple, en faisant le choix des tests Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la première chose, c'est une variable qualitative et une variable quantitative. Test Z encore pour le deuxième élément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les échantillons, la taille de l'échantillon est supérieure à 30. Troisième chose aussi, ça veut dire que c'est des éléments indépendants. Pour pouvoir utiliser Z. Donc, c'est tous ces éléments que vous utilisez pour faire le choix du test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en faisant la pratique sur le logiciel, vous êtes censé connaître tous ces éléments. Par exemple, si je vérifie l'égalité des variances, je vois qu'il n'y a pas une égalité de variance, je ne peux pas utiliser les tests Z. Donc, je fais recours à un test non paramétrique pour comparaison de moyens. Ça, c'est des éléments qu'on est censé connaître avant de commencer. Maintenant, zone de rejet aussi. Zone de rejet, j'avais expliqué ça. Zone de rejet, ça dépend du test, ça dépend du risque. Vous allez, si c'est test de guidé, vous allez tracer 3,84 au-delà. C'est zone de rejet. Donc, les risques alpha choisis, c'est généralement 5%. C'est-à-dire, si les risques est 1%, vous n'aurez pas la même zone de rejet. Si le risque est 2%, vous n'aurez pas la même zone de rejet. Ça dépend de l'hypothèse aussi. Hypothèse nulle et alternative. Parce que si l'hypothèse alternative est bilatérale, on rejette des deux côtés. Si c'est unilatéral, on va les rejeter d'un seul côté. Donc ça, c'est des probabilités, c'est un peu barbare pour vous peut-être, mais je peux vous expliquer rapidement. Regardez, la première ligne, on a population 1, j'ai dit on travaille toujours sur des échantillons. Ça veut dire quoi? On a besoin de N qui est l'effectif, on a besoin de M1 qui est la moyenne. On a besoin de SI aussi qui est la variance dans la population. On a l'échantillon 2 aussi, on aura besoin de tous ces éléments. En faisant mes hypothèses, regardez, hypothèse nulle, je vais chercher une égalité entre les deux moyennes. Mu, c'est moyenne, quoi. Hypothèse alternative ici, je vais chercher une différence. Donc, la différence, c'est quoi? Oui? Vous avez l'écran? Oui. Non. La connexion était partie, quoi. C'est pas revenu. Oui, maintenant ça va. Ça va. D'accord. Donc, on était ici. Oui, définition de la zone de rejet. On a expliqué ça. N'est-ce pas? Oui. Donc, après zone de rejet, ça c'est l'application. C'est-à-dire, regardez, ça c'est un exemple. On a pris comparaison de moyenne. Comparer deux moyennes ici, on a besoin de l'effectif, on a besoin de la variance, on a besoin de l'écart type. Donc, on a formulé les hypothèses. Hypothèse nulle, c'est toujours une égalité. Professeur, vous pouvez agrandir un peu l'écran. Et pourtant, c'est en mode diapo. Mon écran, c'est en mode. Ici, on voit très bien. Bon, je ne sais pas si moi, je vois quand si même. il regarde par téléphone, Dans la classe, ici, quand même, c'est petit. Sinon, il peut augmenter même.
Peut-être Non, qu'ils sont sur téléphone. sur l'ordinateur, ça va. Ah, sinon, c'est en mode diapo quand même. Oui, c'est visible. C'est très bien visible. Hein? Voilà, là, il peut augmenter. Il suffit de... C'est bon? Je pense que son problème doit être son appareil. Oui, ou bien l'électricité, pas le charbon. Voilà, Bon, je son pense appareil. on peut avancer. On peut Non, avancer. j'ai regardé. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, je vais avancer. Le procès, c'est bon. D'accord, regardez ici, ça c'est le test Z. Comme on est amené à utiliser, on est devant comparaison de deux moyennes, échantillons indépendants, toutes les conditions sont remplies. Donc voici la formule du test Z qu'on utilise pour calculer notre valeur expérimentale. Alors c'est la moyenne. Lui 1 moins lui 2 sur la race. C'est cette formule. Il y a de l'interférence. Il y a de l'interférence. Est-ce que tout le monde peut fermer, si tout le monde peut fermer son micro, s'il vous plaît, à part le professeur. Fermez les micros, s'il vous plaît. Moi, fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est bon? Bagui, s'il te plaît, fermez votre micro. Dites à Diakité de désactiver les micros. C'est bon maintenant. Donc je disais, ça c'est la fonction qu'on utilise pour les tests Z. Voici les éléments qui sont dedans. C'est la moyenne dans la population 1, moyenne dans la population 2 sur la racine de. Donc vous avez la formule, ça suit une loi normale centrée réduite de moins 0 et d'écart type 1. Donc quand vous faites les calculs avec les éléments, vous aurez une valeur. C'est cette valeur maintenant, vous allez les mettre dans la zone de rejet, si vous devez rejeter ou pas. Donc, les raisonnements derrière, c'est quoi? Quand vous faites ces calculs-là, quand vous faites ces calculs avec la loi Z, vous aurez une valeur. Ça trouve que vous avez déjà votre zone de rejet en fonction des tests unilatéraux ou bilatéraux. Vous allez appliquer. Les risques, déjà, on a pris à 5%. Donc, vous allez voir, est-ce que la valeur que vous avez eue, est-ce que c'est dans la zone de rejet ou pas? Donc, si c'est dans la zone de rejet, vous rejetez l'hypothèse nulle. Si ce n'est pas dans la zone de rejet, vous gardez l'hypothèse nulle. Mais il y a une formulation pour dire on rejette ou on ne rejette pas. C'est ça on dit. Rejet ou non rejet de H0. Ça dépend de la valeur que vous avez trouvée en faisant le calcul. Maintenant, pour les tests de KID, par exemple, ce n'est pas la même formule. C'est une autre formule. Mais les principes restent les mêmes. Ça trouve que vous avez déjà votre zone de rejet aussi, avec les différents éléments. Donc, vous allez appliquer la valeur que vous avez eue, c'est un intervalle là. Vous allez les mettre dedans. Par exemple, moi, je sais que KID, c'est au-delà de 3,84, on rejette l'hypothèse nulle. Donc, quand vous calculez votre valeur expérimentale avec KID, vous trouvez 4,5, ça veut dire que vous êtes dans la zone de rejet. Vous allez rejeter H0. H0, c'est quoi? C'est l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est quoi? C'est une égalité. Donc, quand vous rejetez, ça veut dire qu'il n'y a pas une égalité. Quand il n'y a pas une égalité, ça veut dire que
aussi qu'il y a une différence. Quand vous comparez deux éléments, hypothèse nulle, vous allez dire qu'il y a une égalité. Maintenant, en appliquant votre test au finish, vous allez trouver que vous allez rejeter l'hypothèse nulle. Le fait de rejeter l'hypothèse nulle, il sous-entend une égalité. Maintenant, ça revient à dire qu'il y a une différence. Et cette différence-là, vous allez dire que c'est significatif, statistiquement significatif. Donc, on était avec Z. Z aussi, la formulation dépend si c'est unilatéral ou bilatéral. Donc, regardez, ça c'est l'exemple des Z bilatéral. C'est très intéressant ici. Maintenant, vous voyez, supposons, si j'ai une valeur qui est entre Z2 et 0, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait les calculs avec cette formule-là, avec cette formule Z. J'ai trouvé une valeur, ça trouve déjà que j'ai tracé ma zone de rejet. La valeur là qui se trouve entre Z2 et 0, qu'est-ce que je vais dire? Vous direz que la valeur n'est pas rejetée. Non, ça veut dire. Ça pas dans la ça veut dire. Ok, non rejet de H0, c'est ça, non? Oui. Oui. Maintenant, le fait qu'on ne rejette pas H0, H0 c'est quoi? Hypothèse nulle. Hypothèse nulle, c'est quoi? Il y a une différence. Non, hypothèse nulle, c'est quoi? J'ai demandé. Moi, j'ai posé. C'est égalité. Égalité. Oui. Donc, si on ne rejette pas l'égalité. Il y a différence. Non. Si on ne rejette pas. Si on ne rejette pas l'égalité, ça veut dire que la différence n'est pas significative. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Non, oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, oui. C'est un peu ça, la pratique, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Ça veut dire, l'exemple que j'ai donné avec les médicaments, un qui avait 47, un qui avait 52 là. Donc, si ma valeur se retrouve entre ZD et 0, ou bien entre ZD 0 et Z1 ici, ça veut dire que les deux médicaments là, il n'y a pas de différence. Oui. Donc, c'est ça la pratique même. Okay. Supposons, si ma valeur se trouve entre, si ma valeur est supérieure à Z1, ça veut dire quoi? Qu'il y a rejet de l'hypothèse nulle. Donc, le fait de rejeter l'hypothèse nulle, ça sous-entend quoi? Qu'il y a une différence significative. Oui, non, il faut laisser significatif d'abord. Il y a une différence. Doucement. Oui, parce que l'hypothèse nulle, ça veut dire qu'il y a une égalité. Donc, si on rejette l'égalité là, ça veut dire qu'il y a une différence. Oui. Donc, c'est le même principe pour l'autre côté aussi. Si ma valeur est inférieure à Z2, si ma valeur est inférieure à Z2, je me retrouve avec cette situation, rejet de H0. Le fait de rejeter H0, ça sous-entend qu'il y a une différence statistiquement significative. Donc, la valeur que vous allez trouver ici encore, vous allez regarder dans la table statistique, il va vous donner la valeur des petits p. Et c'est les petits p là, c'est tout qui nous intéresse. Donc, déjà, chaque fois qu'il y a un rejet, mon petit p doit être inférieur à 0,07. Donc, il peut être largement inférieur. On peut le donner en 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4. C'est comme ça qu'on fait quoi? Par exemple, au lieu de dire 0,001, on l'amène ça en puissance. 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4. Et vous avez compris ça? Ces tableaux-là, ils résument bien la situation pour un test Z. Donc, si vous comprenez pour un test, c'est le même raisonnement pour tous les tests.
Oui. Ça va? Oui, ça va. Maintenant, regardez, ça c'était un test bilatéral. Avec test Z, on peut être unilatéral seulement. Donc, unilatéral, c'est un seul côté. On va chercher soit une supériorité, soit une infériorité. C'est ça l'unilatéral maintenant. Hypothèse alternative en test unilatéral. On va chercher soit une supériorité, soit une infériorité. On ne va pas chercher seulement la différence. Donc, ça sera un seul côté. Zone de rejet, ça sera un seul côté, soit à gauche, soit à droite. Si c'est à... Je cherche ma gauche là. Si c'est à gauche, ça veut dire on cherche quoi? Est-ce que vous avez compris ça un peu? D'accord, je donne un exemple. Revenons à bilatéral. Bilatéral, je vais chercher seulement est-ce qu'il y a une différence de taille entre les hommes et les femmes. Pour répondre à cette question, je vais utiliser un test bilatéral. Parce que ma question, dès le début, la formulation, l'élément qui m'a poussé à faire le test, c'est quoi? Je vais connaître est-ce qu'il y a une différence de taille entre les hommes et les femmes. Pour répondre à ça, je vais faire un test bilatéral. Donc, si je me retrouve des deux côtés, ça veut dire qu'il y a une différence. Je cherche seulement une différence. Chaque fois qu'on cherche une différence seulement, on fait un test bilatéral. La même question, je repose encore. La question, ça sera, est-ce que les hommes ont une taille supérieure par rapport aux femmes? Ou est-ce que les femmes sont plus courtes que les hommes? Donc, en ce moment, ça sera un test unilatéral. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Test bilatéral, je cherche juste la différence. Test unilatéral, je cherche une supériorité ou une infériorité de l'un par rapport à l'autre. Ok. Donc, ça sera une seule zone de rejet. Est-ce que les hommes sont plus longs? Est-ce que les hommes sont plus longs que les femmes? Ou est-ce que les hommes ont une taille supérieure par rapport aux femmes? Donc, ça sera en fonction de la formulation, ça sera supérieur ou inférieur. C'est compris? Oui. Maintenant, on peut le faire même avec des médicaments. Médicaments, si je cherche une différence seulement entre deux médicaments, est-ce que médicament A est égal à médicament B? Moi, je vais juste prouver que médicament A n'est pas égal à médicament B. Je fais un test bilatéral. Maintenant, si je veux savoir est-ce que le médicament A est plus efficace que le médicament B, à ce moment, je fais un test bilatéral. C'est ça, l'explication unilatérale, bilatérale. Vous avez compris les zones de rejet quand même, zones de rejet, non rejet. Oui. C'est bon? C'est bon. Donc ça c'est, hein? Ça c'est la conclusion du test. Ça c'était quelle étape? On avait donné 8 étapes. Revenons, vous allez voir. On a fait toutes ces étapes-là. On est à l'avant-dernière, la 7e étape, conclusion du test. Donc, conclusion du test, c'est ça. Ça trouve que déjà, vous avez calculé votre valeur expérimentale. Vous avez la conclusion du test, vous avez votre degré de significativité, vous avez la puissance, mais la puissance dans la pratique, rarement on le calcule. Sinon, puissance c'est 1 moins bêta. La puissance souhaitée, c'est à peu près à 80%.
Si c'est 80, ça veut dire bêta est 20%. C'est ce qu'on souhaite le plus souvent. Donc, pour pouvoir conclure même à l'existence d'une différence statistiquement significative, ça veut dire que vous avez fait toutes ces étapes. Ça, c'est la conclusion. Donc, c'est dans la partie conclusion, vous allez faire est-ce que cette différence existe réellement ou bien c'est dû au hasard. Donc, si vous trouvez que la différence existe, ça trouve que vous avez rejeté. Vous avez utilisé vos zones de rejet là. Donc, vous allez dire qu'il y a une différence statistiquement significative. Ou bien, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les éléments à comparer. Donc, c'est quoi? Le rejet ou le non-rejet de l'hypothèse nulle est fonction de la variable de décision calculée. S'il appartient ou non aux zones de rejet. P, ça c'est le degré de significativité qui représente la vraisemblance de l'hypothèse. J'avais dit alpha c'est a priori avant de faire le test. P c'est a posteriori. P aussi c'est en 0,05. L'objectif est que ça soit inférieur à 0,05. Généralement, si P est inférieur à 0,05, on rejette H0. Parce que H0, ça veut dire quoi? C'est une égalité. S'il n'y a pas d'égalité, il y a une différence statistiquement significative. Chaque fois qu'il y a une différence statistiquement significative, le P là est inférieur à 0,05. Plus P est petit, plus la vraisemblance est faible. Est-ce que je n'ai pas fait de... Il y a un exemple ici. Là. On va voir ça ensemble. Bon, ça c'est la puissance. C'est un peu compliqué, il faut oublier. Ça quand même, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, ça c'est si le test il est bilatéral ou unilatéral. Maintenant, la puissance, c'est la formule mathématique qui est utilisée pour calculer la puissance. La puissance, c'est 1 moins bêta. Donc, quand vous appliquez cette formule, vous allez avoir votre bêta. C'est une formule. L'autre là, c'est quoi? C'est l'intégrale. Ça, c'est du mathématique pure. En situation bilatérale, voici la formule. L'intégrale de z alpha sur d, z1 moins alpha sur d, fois fonction de z, dz. Mais ça, vous n'aurez pas besoin de tout ça. Mais il est intéressant de connaître qu'il y a ces calculs aussi, la puissance d'un test. Même ceux qui vont travailler sur des protocoles de recherche, ils vont calculer leur puissance. Il y a les formules, les logiciels qui le font, ils font ces calculs aussi. Donc ça, c'est un exemple. Hein? Ça, c'est un exemple. Vous pouvez lire, on va faire l'application. Déjà, vous avez la formule ici. Prenez cette formule-là. Prenez cette formule. Z est égal à. Vous avez pris ça? C'est bon? On n'a pas fini. Maintenant, voici l'exercice. Vous allez me dire, on a vu tout ça? Non, on n'a pas vu ça d'abord. Ah, c'est ça l'exercice. C'est un problème maintenant. Il faut lire.
Vous avez les différents éléments. Donc, vous allez faire les 8 étapes là. Une ligne par étape, quoi. Vous avez la formule. Je vous donne 5 minutes. Ou 8 minutes. 1 minute par ligne. Juste me dire les 8 lignes, ce n'est pas dans les détails, mais dire ça. On va voir ça. À 17h30, je reviens. Ici, où est la moyenne aidée? Check. Où est la moyenne aidée? La moyenne? Je vois moi, je n'ai pas suivi son cours. Z alpha. S sur la racine de N. La taille. M n'est pas la moyenne. M n'est pas la moyenne. M est la moyenne. Z alpha, c'est quoi ici? 0,5. M égale 4,3 ou 4,7. Alors, on va commencer. Ah bon? Ok, je vous donne 5 minutes. D'accord.
C'est Z alpha, c'est alpha. C'est pas alpha. C'est alpha, c'est pas 1. C'est alpha. Alors, c'est pas alpha. Ah, c'est alpha, c'est quoi? Chaque bon avoir son Alpha, quand même, c'est ce que tu as fait. On va te dire que Donc, on peut aller Oui. Le côté plus, la vont calculer ceci. Mi égale à M 4,7. 4,7 Plus. Maintenant plus Z alpha. Z alpha, c'est quoi ici? C'est 0,5. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que vous voulez dire le position? Pourcentage, est-ce qu'elle est comment on a vu la forme? Elle comme à 5%. Alors oui. C'est ça, 5%. Donc, 0,5. On continue. Est-ce que c'est 1,8? Donc, regardez, voici les éléments. On a dit la première des choses, ça c'est formulation des hypothèses. N'est-ce pas? Donc, la formulation des hypothèses ici, on va chercher une égalité entre les moyennes de cholestérol ou les taux de cholestérol. Donc, c'est ce qui est fait ici. Les taux moyens de cholestérol de l'échantillon d'étudiants diffèrent-ils des cellules de population générale? Donc, ici, on a formulé les deux hypothèses. Hypothèse nulle et alternative. Hypothèse nulle, il y a une égalité. Alternative, on a cherché juste une différence. Maintenant, la variable de décision, ça sera le test Z. Et le risque, c'est alpha à 5%. C'est ce qui a été fait ici. Donc, calculer zone de rejet du test. Donc, ça, c'est les formules qu'on utilise pour calculer cette zone de rejet. Attendez, Jérémy. Où? Oui, professeur. Adam Nena. Allô? Oui, professeur. Oui, c'est bon? Non, vous attendez quoi? C'est difficile. Oui,
Oui. Oui. Ok, allons-y, je vais vous expliquer petit à petit. C'est-à-dire, il faut appliquer les 8 étapes. La première étape, ça c'est la formulation des hypothèses. On a fait ça. La deuxième étape, ça c'est variable des décisions. On sait que c'est une moyenne. On va utiliser test Z. Et les alpha là, on va prendre à 5%. Donc ça c'est la formule qu'on va utiliser pour faire notre calcul. Maintenant, zone de rejet, les voilà. Zone de rejet, ils ont un peu développé, les voilà ici. On va les voir ici. Maintenant, après zone de rejet, on va calculer notre valeur expérimentale. Voici notre valeur expérimentale, c'est 2,36. Et revenez voir, zone de rejet pour Z, c'est ici, ils ont juste donné les formules. Est compatible avec H0 si M appartient à l'intervalle de Paris. Maintenant, la conclusion, regardez, pour alpha est égal à 0,05 en situation bilatérale. Notre valeur qu'on a calculée là appartient à la zone de rejet. Les 2,36 qu'on a calculé, ça appartient à la zone de rejet. Donc, si ça appartient à la zone de rejet, on va rejeter l'hypothèse nulle. Parce que notre zone de rejet là, c'est 1,96. Au-delà de 1,96, on considère que c'est zone de rejet. Donc, si on fait ça, on va rejeter H0. Si on rejette H0, ça revient à dire quoi? On va rejeter l'égalité. Donc, si on rejette l'égalité, ça veut dire qu'il y a une différence. Donc, s'il y a cette différence-là, on va chercher notre P. Je disais, c'est le P qui nous intéresse surtout. Le P. Donc, le P, on l'a calculé pour les deux, bilatéral et unilatéral. Regardez, pour bilatéral, c'est 0,018, inférieur à 0,05. Donc, ça veut dire que le P est significatif. Si c'est unilatéral, c'est 0,009. Maintenant, la puissance, je vous ai dit de ne pas s'affoler sur ça. Dans la pratique courante, rarement on le fait, sauf si on est amené à développer des protocoles, on va calculer la puissance en secondes. Donc, on connaît déjà. La semaine prochaine, à ça. Ok, non. Mettez-vous à l'aise, on va faire une séance uniquement sur les exercices, ou même deux sur les exercices. Oui. Mettez-vous à l'aise, on va faire une ou deux séances seulement les exercices. Ok. Je sais que c'est un peu difficile, c'est pour cela que je vous ai même donné les PDF en attendant. D'accord. Oui. Donc ça c'est le P qu'on a calculé. Donc le P, regardez, et ils ont trouvé 88%. On a dit que la puissance est 1 moins bêta, ils ont trouvé la puissance est 88%. Donc c'est quoi la puissance aussi? Ça veut dire que 88 sur 100 de ne pas se tromper. Donc ça c'est ce que j'ai fait sur les logiciels. C'est-à-dire, ça c'est une sortie EPI Info. EPI Info, par exemple, quand tu lui demandes de te faire comparaison, il va te donner les moyennes, il va te donner différentes informations. Donc, c'est à vous de voir maintenant qu'est-ce qui est adapté à votre situation. Il va me donner ANOVA qui est un test paramétrique. Lui, par défaut, au lieu de faire Z, au lieu de faire student, quand tu ne lui demandes pas, il va te faire ANOVA. ANOVA aussi donne les mêmes résultats que Z, mais c'est utilisé pour des échantillons plus élevés. Donc, les logiciels, ça c'est une sortie EPI Info. Il vous donne toutes ces informations. Regardez, il me dit quelque part que
Il me dit quelque part l'égalité entre les variances là. Il va voir cette condition. Est-ce que cette condition est appliquée? Si on les, est-ce que vous arrivez à lire d'abord? Non. C'est pas lisible. Si. Oui. Ok, la première ligne là, ça il va vous décrire. Il va vous décrire les variables. Ça c'est la partie descriptive. C'est ce que EPI Info fait quand il lui demande de faire l'analyse pour comparer. Pour comparer deux moyennes, il te donne les moyennes déjà. L'observation, ça c'est l'effectif. Le total, ça c'est la somme. Il te donne les deux moyennes. Et regardez, j'ai 74 et j'ai 75. Donc c'est les deux moyennes là que je vais calculer. Que je vais comparer plutôt. Donc si je compare ces deux moyennes, 74,00, 75,08, je vais voir est-ce qu'il y a une différence entre ces deux moyennes ou est-ce que la différence c'est due au hasard. On sait qu'entre 74 et 75, il y a une différence. Donc, je vais appliquer les raisonnements. Les raisonnements, c'est quoi? C'est comparer deux moyennes. Donc, pour comparer deux moyennes, ici, lui, il a utilisé en novembre. Mais il y a l'une des conditions d'application pour comparer les moyennes, c'est qu'il doit y avoir une égalité de variance. La troisième ligne en gras, les tests de Bartley, c'est ça il va utiliser. Maintenant, il me dit, attention, il n'y a pas une égalité de variance. Il m'a dit ça. Donc, quand il me dit qu'il n'y a pas une égalité de variance, je ne peux pas utiliser les résultats d'ANOVA parce que ANOVA, c'est un test paramétrique. Et en quatrième position, il me donne les résultats d'un autre test paramétrique. La dernière ligne, c'est 1, 2, 3, 4. Il y a 4 0. Il y a 4 0 après virgule. Donc, c'est 10 puissance moins 4. Ça veut dire qu'il y a une différence statistiquement significative entre les deux moyennes. Donc, c'est ça, c'est ces résultats qui nous intéressent. Toutes ces sorties-là, l'information qui nous intéresse, c'est de dire que les deux moyennes, quand j'ai fait la comparaison, mon P est égal à 10 puissance moins 4. Ça veut dire qu'il y a une différence statistiquement significative entre les deux éléments à comparer qui sont des moyennes ici. C'est compris? Oui, un peu. Non, mettez-vous à l'aise, on va faire... Professeur? On va... Oui. Allô? Oui, j'entends. Je voudrais, demander par rapport à la variance là, les tests de Bartley. Oui. C'est-à-dire les tests maintenant, de Bartley. La variance, c'est le nombre d'échantillons. Non. Oui, c'est le nombre d'échantillons par population ou bien c'est quoi? Non, regardez, après la moyenne, la partie descriptive, il m'a donné deux variances. Il m'a donné 36,7 et 43,5. Oui. Donc, Bartley va comparer les deux variances. Est-ce qu'ils sont égales ou pas? Parce que c'est l'une des conditions d'application ou l'une des conditions pour faire un test paramétrique. L'égalité des variances. J'avais expliqué dans les cours sur les variables. La variance, c'est quoi? Ça donne une idée sur la variabilité dans une distribution. C'est-à-dire, si je prends l'ensemble des zones au Mali, par rapport à leur âge, il y a une distribution. Donc, variance, là, c'est ça. Ça donne une idée sur la variabilité. Est-ce qu'ils sont proches d'une valeur ou est-ce qu'ils sont éloignés d'une valeur? C'est ça la variance. C'est la variabilité. Et la racine de la variance, c'est ça l'écart type. D'accord. Oui. C'est ça. C'est compris? Ok, merci bien. Des questions?
Merci. Maintenant, la C'est bon, seconde, la seconde, ça va nous ramener. La deuxième question. Oui. Professeur, j'ai une seconde question. Oui, vas-y, j'entends. Oui. Ça, c'était un peu ce qu'on a vu, ce qu'on avait vu précédemment. Le nom. Oui, la taille de l'échantillon. Ici. Maintenant, dans les tableaux, vous dites que si n, si il y a, voilà, c'est ici. N est égal à 2, ça veut dire que vous voilà, maintenant à comparer deux éléments. Voilà, maintenant vous avez dit d'utiliser qui est ici. Qui est pour pourcentage. Pour comparaison de pourcentage. Maintenant, alors qu'avant cette diapositive, vous aviez dit que si n était inférieur à 5, on ne pouvait pas utiliser les KID. Je suis un peu confus. Ce n'est pas ces mêmes n-là. Ces n-là, c'est n, c'est des groupes à comparer. Si on a deux groupes à comparer, n est égal à 2. Si on a 3 groupes à comparer, n est égal à 3. C'est ce qu'on veut dire ici. Ces n-là correspond au groupe à comparer. Maintenant, au sein d'un groupe, tu peux avoir 45 sujets. C'est l'exemple. Oui. L'autre là, ça c'est la taille de l'échantillon. Ici, par exemple, regardez, on a dit, regardez, il y a n est égal à 200. Et on a l'écran, non? Oui. Ici, c'est l'échantillon. Ça, c'est la taille de l'échantillon. Oui, je vois. N égale 200. Oui, n est égal à 200 ici. Ça veut dire l'échantillon. Ça veut dire le nombre de sujets dans le groupe. Mais l'autre là, n est égal à 2, n est supérieur à 2, ça c'est le groupe à comparer. En statistique, on dit n est égal à l'effectif. Maintenant, quand on est dans comparaison de pourcentage, l'effectif théorique, si c'est inférieur dans chaque case à 5, on ne peut pas utiliser les tests de Kié. Tu as compris? Oui, oui, c'est bon maintenant, je vois. Ok, d'accord. Des questions? On a fini le cours. Hein? Merci bien. D'accord, merci. Professeur, la version PDF là nous a été envoyée. Est-ce qu'on peut avoir la version diapo là? Hein? D'accord, je vais travailler là-dessus, je vais vous partager aussi. Sinon, c'est les mêmes éléments que PDF. D'accord, comme l'explication a été donnée à vous, ça va ok. Je vais retravailler un peu après, je vais partager. D'accord, merci. Ouais.